Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Tu vas trouver plein de formations en dehors de la mienne qui vont te proposer de te lancer sur Internet, développer ton entreprise. Mais c'est pas l'image que j'ai envie de donner à mon entreprise. Moi, je veux que les gens créent une entreprise et que quand ils viennent chez moi, en fait, nous, on les bassine avec ça de toute façon. Tu viens, tu crées une entreprise qui va servir à quelque chose. L'invité de cette semaine est Saïd Amzil. Saïd accompagne des personnes à travers ses formations sur l'entrepreneuriat, le web marketing et comment travailler son mindset. Dans cet épisode, il nous parle de son aventure entrepreneuriale et de son business. On parle de vente de formation, copywriting, de projets humanitaires et de sa volonté d'avoir un impact positif. On va dire que la raison principale, ça peut se résumer en un mot, c'est liberté. Pouvoir faire ce que je veux, en fait, sur le plan personnel, professionnel et même spirituel. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. On t'appelle Saïd ou Saïd? Les deux. Les deux. Donc, on m'appelle Saïd quand les gens maîtrisent le A. Quand il n'est pas maîtrisé, c'est Saïd. C'est plutôt Saïd. Bon bah écoute, Saïd, salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien, alhamdulillah. Je suis très heureux de t'accueillir. Bah écoute, je suis honoré de l'invitation. C'est moi qui te remercie pour le coup. En direct de Tanger, pour ta part. En direct de Tanger. Je ne sais pas si tu entends le vent de Tanger là du matin, la brise de Tanger. Ouais, non, c'est Tanger, ouais, voilà. On peut dire que je suis pas un Tangérois de base, parce que j'ai grandi à Paris et mes parents sont de Marrakech, mais Tanger m'a adopté. Donc, je peux dire que je suis un Tangérois par adoption. Voilà. Ok. Bah écoute, Saïd, pour commencer, je vais te demander d'en dire un maximum sur toi en 30 secondes. En 30 secondes, très bien. Bah, écoute, je suis Saïd Amzil, donc marié, papa de 3 princesses. Je suis entrepreneur. Donc, je suis entrepreneur, j'aide les gens à se lancer sur Internet, donc à créer une entreprise qui a du sens. Et je suis également le fondateur du projet Puissant. Donc, c'est un projet qui consiste à forer 100 puits dans 100 villages dans le monde et à travailler à créer un système éducatif qui va s'adapter justement à ces villages en difficulté. Donc, système éducatif où il va y avoir beaucoup de mindset, beaucoup de travail sur la psychologie positive, etc. Bref, toutes les découvertes en neurosciences que nous avons fait là les 10, 20, 30 dernières années, les mettre à disposition de ce public en difficulté pour que, pour une fois, ils aient de l'avance sur nous et sur le reste du monde. Donc, tu as vu, j'ai plus parlé du projet Puissant que de la partie entrepreneuriat parce que pour moi, même si les deux sont liés, les trois sont liés en réalité parce que avant, je voulais segmenter les trois. Donc, être entrepreneur à un moment, travailler sur l'aspect humanitaire à un moment et être papa également. En fait, les trois sont vraiment intimement liés. Le business permet de faire vivre déjà ma famille et permet d'impacter le monde à plus ou moins grande échelle. D'accord, donc tu as parlé du projet Puissant, tu crées aussi des formations, tu vends des formations. Tout à fait, je vends des formations. Donc, notre formation phare, c'est le programme WMA. Donc, c'est un programme en 3 mois, qui est délivré en 3 mois et qui aide n'importe qui, je le précise bien, à se lancer sur Internet. Alors, notre spécialité, c'est vraiment aider les gens à transformer leurs connaissances, compétences, talents en revenus. Et puis, on a un autre volet qui nous permet d'aider les entreprises qui sont déjà donc, lancées, créées, et donc à développer leur chiffre d'affaires en utilisant les techniques de web marketing et les campagnes plus ou moins avancées justement en matière de web marketing. Donc l'essentiel de ton temps, en termes de travail, je parle, tu l'investis dans la création de formations et dans dans les projets humanitaires. Alors, les formations sont déjà créées, on va dire l'optimisation des formations qui sont déjà créées. Et on fait beaucoup de consulting aussi. Donc, mon temps, en réalité, aujourd'hui, il est plus dans le consulting. Donc, j'accompagne personnellement des projets et le projet Puissant. D'accord ? J'aimerais avoir plus de temps pour le projet Puissant. On va dire que si je devais donner une échelle, 80% du temps, il est dans le business, sur Internet. Et on va dire 20% du temps professionnel, il est accordé, il est investi dans le projet Puissant. Et on espère inverser la vapeur dans les années qui arrivent. D'accord. Donc, quand tu dis consulting, c'est des séances de consulting avec des individuels.
Tout à fait. En fait, on a des gens qui ont besoin, en plus donc, du contenu, d'être coachés, d'être accompagnés. Mhm. Donc, ils ont un projet, ils veulent savoir s'il est viable. Et donc, mon travail à moi et celui de mon équipe, c'est de les accompagner pendant chaque étape de leur projet, voir un petit peu si tout est dans les cordes, si ça part pas dans tous les sens. On leur donne aussi des tips. Après, ça peut varier. Enfin, le travail que l'on mène sur un dossier, il varie en fonction des profils, des projets et des compétences aussi des personnes qui nous contactent. Si par exemple, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance, on prend moins de dossiers comme ça parce qu'on veut d'abord que les gens aient fait leurs preuves déjà sur Internet, soient lancés et échoués éventuellement parce qu'on ne réussit pas tout du premier coup. Et à partir de là, moi, c'est les dossiers que je préfère parce qu'il y a déjà, si tu veux, tu travailles avec quelqu'un qui a de la résilience, qui est endurant. Il se dit, OK, j'ai échoué, mais c'est pas grave. Khair, Inch'Allah. Donc, ce que j'ai appris là, lors de cet échec, eh bien, je vais l'utiliser pour faire quelque chose d'un peu plus grand ou de beaucoup plus grand. Et travailler avec des personnes comme ça, moi, c'est ce qui m'inspire. Parce que ça donne du sens à mon travail, d'une part. Et puis, je supporte de moins en moins, si tu veux, des gens qui lâchent l'affaire, surtout des musulmans qui lâchent l'affaire comme ça du jour au lendemain parce qu'on abandonne, parce que c'est trop dur, parce que c'est. Alors que voilà, tu vois, on sait qu'aujourd'hui tout est possible, bi'idhnillah. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soutient les beaux projets quand l'intention est là. Donc quand on abandonne trop facilement, c'est dommage parce qu'on ne respecte pas les capacités qui nous ont été accordées. Allah. D'accord, très bien. Donc, d'après ce que je comprends, tu es très intéressé par tout ce qui est projet impact, d'un côté en aidant les gens à réaliser leurs projets, et de l'autre, de ton côté, en t'investissant dans un projet impact. Yes. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui a forgé cette passion. Est-ce que tu peux nous dire comment était le Saïd Azmil dans sa jeunesse, à quoi il aspirait et dans quel cadre il a grandi? Alors écoute, moi j'ai grandi dans le 95, donc à Cergy. Donc comment dire, j'habitais dans une zone pavillonnaire. Donc comme ça, quand tu arrivais, tu étais en mode touriste, tu te disais, ah, bah, c'est cool, il y a des pavillons, beaucoup de verdure. Donc nous, les Cergissois, on disait c'est bien Cergy, il y a beaucoup de verdure. On était fiers de ça. Mais malgré tout, il y avait les mêmes problématiques que l'on retrouve en banlieue, c'est-à-dire que les gens et beaucoup de gens qui allaient plus à l'école, les modèles qui nous étaient présentés, donc les grands du quartier, étaient déjà en fait un peu perdus. Alors c'était des entrepreneurs, mais pas dans le bon business en fait. Et, mais c'est vrai. Hein. Alors vraiment, j'en ai vraiment pris conscience récemment quand j'y suis retourné. J'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait. Et enfin, j'ai vu comment ça fonctionnait. Je savais déjà comment ça fonctionnait, mais j'avais l'œil de l'entrepreneur. Et tu vois qu'en fait, il y a des horaires. Il commence à telle heure, il finit à telle heure. Il y a, je sais pas, 3, 4, 5 salariés. Et du coup, en fait, j'ai grandi dans cette ambiance-là où je pensais que pour s'épanouir, pour réussir, pour devenir riche même, il fallait absolument être comme ça. Et il fallait être ce genre d'entrepreneur. Donc c'était très difficile. Il y en a très peu qui ont survécu dans mon entourage. Quand je dis survécu, c'est au sens, alors c'est pas au sens littéral, il y en a très peu qui ont eu une fin heureuse et qui ont pu exploiter leur potentiel. Et donc, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et à un moment donné, vers 20 ans, je suis parti. Donc, j'ai quitté l'école. Enfin, l'école m'a demandé si c'était possible de partir. donc, j'ai bien évidemment accepté. Et en fait, j'en pouvais plus aller. J'étais déjà, C'était moi, quoi? en C'était au fait. collège? Au lycée? Non, c'était au lycée. C'était Ouais, au lycée. J'ai fait donc un BEP comptabilité, un peu comme tous mes potes, parce ouais. que voilà, en fait, quand tu arrives en troisième, j'étais plutôt bon en troisième. Je dis pas que j'étais le super élève, mais j'étais plutôt bon. Et on m'a invité gentiment enfin, on m'a donné en fait un livre de BEP, un magazine où il fallait que je choisisse mon BEP là tout de suite maintenant. Et comme j'étais quelqu'un d'assez introverti et timide, et que là j'étais devant le proviseur, il fallait absolument faire un choix. En fait, j'ai fait un choix comme ça qui était, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je ne voulais pas du tout devenir comptable. J'ai fait un choix qui me paraissait le plus raisonnable. J'ai choisi un lycée qui était proche de chez moi. Mhm. J'ai fait 2 ans de BEP, j'ai eu mon BEP et je voulais plus faire de comptabilité. Du coup, un nouveau bac pro a été créé. C'était le bac pro logistique à l'époque. Je connaissais rien du tout à la logistique, mais le mot me parlait. Logistique. Je me suis dit, ah, ça doit C'était être stylé, compliqué. logistique. Ouais, ça avait l'air d'être compliqué, complexe. Et tu sais quoi, le jour de la rentrée, on était une vingtaine et le prof dit, bon, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de logistique?
Et personne n'était capable, pendant les 5 premières minutes, de donner une définition du mot logistique. Et là, le prof se dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Genre, vous êtes là, vous êtes en bac pro logistique et personne ne sait ce que c'est. Et j'ai fait une année de bac pro logistique. Et comme j'ai multiplié les absences, c'était insupportable pour moi d'être dans cet environnement cloisonné. C'était un truc que je ne kiffais pas du tout. Ouais. Et donc, au bout de 70 absences, je crois, on m'a proposé d'arrêter. Et j'ai arrêté. Et je suis parti et puis j'ai très vite trouvé un emploi aux Galeries Lafayette, Haussmann, Paris. Franchement, c'était génialissime. J'étais agent d'accueil, j'accueillais les gens, je leur donnais, si tu veux, on me demandait, on me posait des questions sur tel ou tel magasin, je les renseignais. J'ai beaucoup aimé cette expérience professionnelle parce que je travaillais pour une entité c'était les plus grands magasins du monde. Et au bout de 2 mois, quand la responsable m'a demandé qu'est-ce que je pensais de mon expérience, je lui ai dit, bah, écoute, c'est bon, moi je suis prêt, je peux rester ici jusqu'à la retraite. Et là, elle rigole. Elle me dit, genre, tu as 18 ans, tu me parles déjà de retraite. Non, mais c'est une blague. Et je suis resté là-bas 6 mois de plus. Et ensuite, j'ai arrêté, je suis parti. J'ai carrément changé d'environnement. Je suis allé faire les saisons. Je ne sais pas si tu connais les saisons. Pour aider dans les restaurants, tout ça? Tout à fait. Bah, je travaillais dans l'hôtellerie et ça a duré 4 jours. Et je suis resté bloqué là-bas en Haute-Savoie pendant 5 ans. On va dire pendant 3 ans. 3 ans. Ok. Donc voilà, j'ai vraiment sombré dans la délinquance. C'était bad en fait. Vraiment cette période-là de ma vie, comme j'étais un peu perdu, que je voulais pas rentrer chez moi, bah, en fait plus j'avançais, plus j'étais dans des stables mouvants. Et c'est seulement à 25 ans, donc tu vois, il y a eu quand même une certaine période assez sombre, seulement à 25 ans que j'ai réintégré le marché du travail. Donc, je suis revenu à Paris et j'étais vraiment déterminé. Je voulais reprendre une vie active normale. Et j'ai fait du télémarketing. J'ai commencé par le télémarketing et tous mes collègues détestaient ça. Et les gens restaient une semaine et ils s'en allaient. Et moi, je suis resté 1 an et demi pour ma première mission. Et ensuite 3 ans. Et ensuite, j'ai progressivement évolué et je suis devenu commercial grand compte. Donc là, je rencontrais Total, je rencontrais vraiment les grosses sociétés. Et, Ouais. et en fait, de fil en aiguille, en réalité, je comprenais que j'avais un potentiel commercial, relationnel, que quand je me mettais dans quelque chose à fond, en fait, j'y arrivais. Et au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je commençais à pratiquer vraiment le din, c'est-à-dire que je priais et ça me saoulait de ne pas prier à l'heure. Donc, je priais le matin avant de partir et puis le midi, on essayait de trouver un moyen. Et puis après, on priait dans la voiture. Mais tu as vu, on a vu une fatwa qui disait que prier dans la voiture, c'est chaud. Donc, on priait, on essayait de trouver un petit coin dans le couloir. Et non, en fait, on nous a dit que ce n'était pas possible. Et puis sinon, c'était en stress. Et au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai décidé d'arrêter, de partir et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu D'accord. mon histoire d'avant le Saïd entrepreneur. Tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que tu n'avais pas le Vraiment, choix, parce que tu voulais être libre de pouvoir j'avais faire le ce que tu choix. veux. Ouais, j'avais le choix. Tu sais, j'avais le choix et j'aimais beaucoup l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant les 2 ans et demi. J'étais en CDI. La première année a été difficile parce que je n'avais pas forcément le niveau, vu que je n'ai pas forcément fait d'études. Mhm. Mais je me suis rattrapé. C'est-à-dire que j'ai appris Excel, Word, machin, tu sais, tous les outils comme ça qu'on apprend quand on va à l'école, je les ai appris en 1 an, le soir en rentrant chez moi. Et ensuite, je suis devenu bon à partir du 6e mois, on va dire. À partir du 6e mois, je fais un rendez-vous. En plus, c'est marrant parce que c'était au printemps, juste à côté des Galeries Lafayette. Et c'était avec le directeur des affaires sociales. Et là, c'était un dossier à 100 000 euros et je signe. Et là, tout s'est débloqué. À partir de là, je suis devenu un très, très bon commercial, alhamdoulilah. Et ce qui a bien fonctionné pendant toute cette expérience, c'est la synergie. Donc, je donnais du business aux gens, les gens me donnaient du business. Et je faisais déjà du business en tant que commercial. Et Mhm. au bout de 2 ans et demi, vraiment, je supportais plus le fait de devoir rattraper mes prières le soir, Ouais. le fait de ne pas C'était vivre. vraiment la raison principale pour laquelle tu as quitté. Ouais, c'est la raison principale. Alors, il y a d'autres raisons, Mhm. bien sûr, mais Mhm. on va dire que la raison principale, ça peut se résumer en un mot, c'est liberté. Pouvoir faire ce Mhm. que je veux, en fait, sur le plan personnel, professionnel et même spirituel. Donc, je suis parti un peu sur un coup de tête. Et voilà, après, quand tu pars sur un coup de tête, c'est commencé. Hein, les premiers temps, c'est un peu difficile. Ouais. Et alhamdoulilah, progressivement, on a gravi les échelons et puis on est là aujourd'hui. On continue de grandir par la grâce d'Allah. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a orienté
ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire la vente de formation, ce genre de choses? Alors, alors, à la base, quand je me suis lancé avec un site qui s'appelait Islamic Deal. Donc, Mhm. c'était un site c'est un site de deal pour les musulmans, un peu comme Groupon, mais sauf que là, c'était des produits et des services à destination des musulmans. C'était très, très dur. Je travaillais 15 heures par jour. Euh, Franchement, je travaillais vraiment 15 heures par jour. Et au bout d'un an, j'étais fatigué. Je me suis dit, je ne vais pas tenir la route sur le long terme, même si là, je génère des revenus. Je génère entre 2 000 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. Comme c'était des Ouais. commissions et que je n'avais pas trop de charges, bah, ça allait. Mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes, dont un des mentors que j'avais à l'époque, qui est toujours très actif aujourd'hui dans la communauté musulmane. Et il me dit, Avoir le nom? non, je peux pas Affiché. donner le nom. Je peux pas donner le nom parce que il m'a dit c'était un peu dur. Il m'a dit Ouais. mais t'es nul en com en fait. C'est normal en fait que ça marche pas comme ça. T'as aucune, t'es nul en communication. T'as pas de et alors c'était une claque hein, parce que quand ton mentor te dit ça d'une certaine façon, tu prends une claque. Mais en même temps, j'ai, alhamdoulilah, vraiment cette capacité à, à essayer de positiver, tu vois, me dire ouais bon bah, il m'a dit ça, c'est peut-être un conseil en fait, il avoue, c'est comme dans tel et tel film machin. Donc j'essayais de trouver des références qui allaient rendre ça positif. Et j'ai décidé de chercher des formations. J'ai trouvé une première formation qui s'appelait Dompter le trafic. C'est une formation pour attirer des visiteurs sur son site. Ouais. J'ai commencé à implémenter les concepts. Ça marchait. Et quand ça marche, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es content. Parce que tu vois, tu testes un truc, ça fonctionne, émotion positive. Donc après, on a compris un petit peu les processus psychologiques qui interagissent quand tu réussis quelque chose. Émotionnellement, tu te sens bien. Et donc, du coup, si tu répètes ça plusieurs fois, bah, tu crées une passion, en fait. Il y a une passion qui se crée. Et, euh, et en fait, voilà, donc première formation. Et ensuite, je commence à fouiner un peu sur Internet. Je teste des trucs fonctionnent, des trucs fonctionnent pas forcément bien. Et je vois que sur un site Internet, il y a un gars qui dit, écoutez, les formations américaines valent mieux que, enfin, une formation moyenne américaine vaut mieux que la meilleure formation des Français. Et je dis, bah, tu sais quoi, je parle pas trop anglais, pas du tout même, mais je vais essayer de regarder ce qui se passe chez les Américains. Et là, je suis tombé dans un tunnel. Je sais pas si tu connais un peu le principe des entonnoirs de vente. Ouais. Donc j'ai Tunnel commencé de à vente, regarder ouais. une première vidéo, c'était Jeff Walker, une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Et la quatrième vidéo, il m'a proposé donc sa formation à 2000 euros, 2000 $. Et à cette époque-là, j'avais dans les caisses 2500 dollars seulement d'économie. Mhm. Donc, je suis convaincu que c'est la formation qu'il faut que j'achète. Parce que, tu sais, son message était comment générer un chiffre d'affaires record en une semaine. Et je dis, non, il me faut absolument sa formation. Il faut que je trouve un moyen de dire ça à ma femme, parce que c'est la ministre des Finances. Donc, du coup, et comme ma femme est beaucoup dans les faits, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir comme ça avec un projet et tu dis, ouais, je le sens bien. Il faut que tu donnes des arguments. Et je lui parle de cette formation. Elle me dit, mais attends, là, je vois que tu ne parles pas du tout anglais. Et en plus, bah, en fait, c'est le mec, il te dit que tu pouvais faire un chiffre d'affaires record, genre plus de 100 000 euros en une semaine. Voilà, quoi. Tu vois, il te prend un peu pour un. Voilà. Et en fait, je lui dis, il y a une garantie de satisfaction de 30 jours. Au pire des cas, on demande le remboursement. Et on se renseigne sur lui, etc. etc. Et on achète cette formation. J'achète cette formation, 40 heures 40 heures de vidéo retranscrit. Alors écoute bien, parce que ça, c'est important de le dire aussi, parce qu'on a l'impression qu'il suffit d'acheter une formation et puis après, ça y est, c'est bon, en fait, tout roule et tout fonctionne. J'ai acheté cette formation. Je ne parlais pas anglais. Il y avait les retranscriptions donc, de ce qui était dit dans les vidéos. Je prenais les retranscriptions, je n'étais pas anglophone, donc je prenais les retranscriptions et je les Et mettais sur Google dans Translate. Google Traduct, Ouais, avec Google Translate. Et du coup, c'est quoi? J'ai fait un truc de warrior et j'ai fait les 2 ou 3 premiers modules parce que déjà, il t'explique bien la méthode dans les 2 ou 3 premiers modules et je testais sur mon site Islamic Deal et ça a donné des résultats. J'avais lancé un pack qui s'appelait le pack visibilité. Les anciens partenaires se rappellent de ce pack et j'ai fait 2 fois 5 000 € parce que j'ai lancé 2 fois avec cette méthode-là en genre une semaine. Et j'ai dit non, ça donc, t'as fonctionne créé, vraiment. c'est quoi? C'était une formation que tu as créée en une semaine? Non, du tout. C'était même pas une formation. En fait, j'ai créé une offre irrésistible. Moi, j'avais un site de deal et je recevais beaucoup de trafic sur ce site. Donc, en plus des deals, je me suis dit, je vais créer des espaces publicitaires et je vais créer des espaces publicitaires même dans ma newsletter. Donc, des newsletters dédiés, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait un pack avec bannière, newsletter dédié, articles sponsorisés et je l'ai appelé le pack visibilité. Donc, c'était une offre irrésistible. À la base, c'était quelque chose que je vendais, je sais pas, je te dis n'importe quoi, j'ai oublié les prix, Mhm. peut-être 2000 € et là, ça coûtait 200 €.
Et tout le monde s'est jeté sur cette offre en l'espace d'une semaine. Et du coup, j'ai refait cette opération, je crois, 3 mois plus tard. Ça a refonctionné. Et là, j'étais convaincu. Je savais qu'il fallait que je me lance dans le web marketing. Alors, important aussi, excuse-moi, parce que franchement, tout se suit. J'avais créé un blog qui s'appelait bestcommunity.fr et je partageais donc, ce que j'apprenais au fur et à mesure, en disant bien que voilà, moi, je suis un passionné de web marketing et je partageais avec les gens donc, les tips que je découvrais sur Google AdWords, Facebook Ads et autres. Et chaque fois que je partageais un article très long, où je mettais tout en fait, étape 1, étape 2, étape 3, certaines sociétés, donc des entrepreneurs me contactaient pour me dire « s'il te plaît, tu peux le faire pour nous ?» Et donc, ils me payaient, donc 300 euros. Donc, je suis devenu freelance, comme ça, du jour au lendemain. 300 euros, 400 euros. J'avais beaucoup de mal à définir les prix à ce moment-là, parce que je ne me sentais pas spécialiste forcément. Et légitime. Il y avait le gros syndrome de l'imposteur. Et au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que ça avait vraiment de l'impact sur les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas toutes ces pépites et qui se lancent aussi et qui n'ont pas les outils web marketing, qui sont nuls en com. Et du coup, le fait de découvrir sur un blog des tips qui les aident à avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça avait beaucoup d'impact. Et là, il y a eu un vrai débat avec mon épouse parce que je passais moins de temps sur Islamic Deal. Donc, j'étais plus sur le blog et sur ces prestations-là. Et donc là, elle me dit, écoute, c'est très simple. Là, il faut que tu choisisses parce qu'en fait, tu peux pas faire les deux. Là, Islamic Deal, tu l'as laissé un peu mourir. Donc, il faut choisir. Et je lui dis, écoute, je vais créer un produit avec tout ce que je connais. Laisse-moi juste un week-end. Donc, tu me laisses un week-end, je crée un produit d'information, je le vends et si jamais ça fonctionne, à ce moment-là, je l'ai créé en un week-end. Donc, il y avait plein de fautes d'orthographe, plein de trucs un peu relous, mais je l'ai précisé sur la page de vente, sur l'article, parce que ce n'est même pas une page de vente. J'ai dit aux gens, écoutez, ce produit-là, c'est la version bêta, entre guillemets. Toi, tu connais, ça, tu es dans les startups, c'est une version bêta. Ce que je vous propose, c'est que je vous propose un tarif préférentiel, donc 47 euros au lieu de 197 euros. Et en contrepartie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'aider à corriger les fautes s'il y a des fautes et en même temps m'aider à développer le produit. Vous répondez à certaines questions. Les gens ont joué le jeu. Enfin, j'ai lancé le truc. J'ai fait 10 ventes. Donc, 300, à l'époque, c'était 300 ou 400 euros dans l'espace de 24 heures. Je n'avais même pas fait de com, rien du tout. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, ça fonctionne vraiment, les gens achètent. Tu n'as pas fait de com, mais tu avais ton site où tu publiais ton blog. Exactement. Quoi. En fait, j'avais 400 ou 500 abonnés sur ma newsletter. Donc, tu vois, j'ai gardé toutes les captures d'écran. J'ai un article que j'ai écrit qui reprend tout ça. Ouais. Écoute bien, j'avais fait un mail de promotion. Dans ce mail, le lien n'était pas cliquable. Donc, en fait, les gens qui devaient aller sur le site, le message de vente, devaient faire copier-coller, tu vois, il fallait être déter. Ouais. Et tellement que j'avais ce syndrome de l'imposteur, je n'ai même pas refait de newsletter. C'est-à-dire que je n'ai même pas partagé aussi sur les réseaux sociaux. Donc, le seul public, c'était ce public-là. Et alhamdoulilah, ces 350, 400 euros qui ont été faits, ça m'a encouragé à continuer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un de mes partenaires sur Islamic Deal, un commerçant. Je lui ai dit, s'il te plaît, là, je ne vais pas faire beaucoup d'Islamic Deal. Est-ce que tu peux me donner plein de deals? On les paramètre sur les 2 prochains mois. Comme ça, en fait, je n'ai plus du tout à me soucier du site, le temps que je puisse travailler sur un autre projet. Il m'a dit OK, donc le site est resté un peu en stand-by. Il y avait des deals, mais ce n'était pas des deals très qualitatifs. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup de com qui était faite. Et ça me permettait quand même d'assurer le minimum légal. Et ensuite, j'ai rencontré Steve de Transformation. Donc, c'est un entrepreneur, Steve Abdelkarim, qui faisait déjà en fait des formations de lecture rapide sur Paris. Donc, j'ai entendu parler de lui, on s'est rencontrés. C'était déjà un phénomène. Hein. On s'est rencontrés, c'était explosif. Et il me dit, OK, toi, tu as une technique de lancement. Moi, j'ai un produit que je peux créer rapidement. Là. Donc, il est déjà créé. Je le fais en physique. Et il me suffit simplement de le faire en ligne. Donc, toi, moi, je m'occupe du produit. Toi, tu t'occupes du lancement. Et j'accepte. Et là, lui, en une semaine, il avait fini son produit. Et moi, il m'a fallu après 2 mois, voire 3 mois pour travailler sur le lancement. Et là, ce lancement, ça a été une révélation, en fait. Genre, on a fait près de 500 ventes en une semaine. Je ne sais pas si tu te rends compte. À combien la vente, du coup? 99 euros. 99 euros la vente, ouais, c'est énorme. C'est juste énorme, en fait. Et sache que… En combien de temps Allez, on va dire en une semaine déjà. Et ensuite, on a fait beaucoup plus parce qu'on a rouvert les ventes peut-être 1 semaine ou 2 semaines plus tard. D'accord. Donc, on a fait un gros chiffre pendant cette période-là.
Tellement gros que ClickBank, donc ClickBank, c'est une plateforme d'affiliation Oui. internationale, faisait un concours. Et dans ce concours, il y avait une rubrique pour les Français, pour les produits non anglophones. Et en fait, on est Mhm. arrivé deuxième, donc des meilleurs vendeurs. D'accord. Ils regardaient quoi? Ils regardaient le revenu que vous faisiez. Alors, sincèrement, aujourd'hui, je ne me rappelle plus ce qu'ils regardaient. Est-ce que c'était les Mhm. ventes ou est-ce que c'était le nombre de ventes ou est-ce que c'était le chiffre d'affaires? Je crois que c'était le chiffre d'affaires. Mhm. Et c'était dans un temps restreint, en fait. Sur 3 semaines, combien Et moi, je voyais le concours, je voyais les résultats et tout, mais je ne calculais même pas parce que il y avait des vendeurs américains. Je ne savais pas qu'il y avait un truc pour les Français. Ouais. Et du coup, on a été invité au Mexique. Donc, moi, j'y suis allé. Je parlais toujours pas anglais. Mhm. C'était vraiment galère. Là, par contre, c'était difficile parce Ni qu'on était espagnol. ni espagnol. Je savais même pas ce qu'ils se disaient. Et en plus, pour eux, j'étais pas français, j'étais marocain parce que je venais du Maroc. Et, euh, et du coup, ils étaient très contents d'avoir quelqu'un d'un pays exotique comme le Maroc, parce que c'est eux. Certains ne savaient même pas c'était où le Maroc. Et, euh, et là, franchement, écoute, sincèrement, je vais te dire un truc. S'il y a vraiment quelque chose qui a eu un impact dans ma vie, c'est cet événement de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu rencontres des gens qui sont comme toi, qui ne font pas plus que toi au niveau de la com, qui connaissent même pas la technique que toi tu utilises, le super lancement. Certains ne connaissent même pas cette stratégie. Mhm. Et les conseils qu'ils te donnent, c'est des conseils que tu connais déjà. Mais par contre, ils font des millions. Tu vois, tu en as un qui faisait 25 000, c'était la star, il faisait 25 000 dollars par jour. Ouais. 25 000 dollars par jour, c'était le meilleur vendeur de ClickBank. Il était associé sur un produit lié à la nutrition et la perte de poids. Et il commence son discours en disant Life is a war. Genre, la vie, c'est la guerre. Et il y avait, comment il s'appelle Olivier Roland, qui était là aussi. Donc, il était à côté D'accord. de moi et j'en ai reparlé récemment. Je lui ai dit, il avait dit que la vie, c'est la guerre et tout. Et on rigolait sur ça. Et donc voilà, en fait, ça m'a débloqué quelque chose sur le plan psychologique. Je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux le faire. Si eux l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. C'est des gens normaux, en fait. C'est pas Mhm. des entrepreneurs qui ont fait Harvard ou qui sont allés très loin dans les études. Ouais. En tout cas, la plupart avec qui je discutais n'avaient pas fait d'études. Donc, du coup, c'est un événement, ça a été un événement marquant. Donc, ce que tu fais, toi, par exemple, aujourd'hui, pourquoi c'est important? Parce que ça permet de casser un petit peu ces barrières psychologiques qui empêchent les gens de puiser dans leur potentiel, tout simplement. Exactement. Et c'est en revenant de ce séjour-là que tu décides de te lancer à fond dedans. Ah ouais, c'est clair. En fait, je reviens. Bon, bah déjà, on était toujours sur booster d'intelligence, donc on a essayé d'automatiser un certain nombre de choses. Ouais. Et En fait, ensuite, t'es revenu, tu t'es dit, c'est naze que je peux aller beaucoup plus loin. mais carrément, en fait, mon site Islamic Guide, ça y est, c'était de l'histoire ancienne à ce moment-là. Et alors, je suis revenu en me disant, OK, j'ai une formation qui est en préparation. J'avais déjà WMA qui était en préparation. Et là-bas, je rencontre donc Olivier Roland et je lui en parle. Et il me dit, mais en fait, si Olivier tu Roland, attends. juste pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux juste. Ouais, Olivier Roland, bah, allez, disons, c'est un peu le pionnier dans ces domaines-là. Hmm. Il a lancé une formation qui s'appelle Blogueur Pro. Je lui fais sa pub, hein, je ne suis pas affilié, mais je lui fais. Franchement, sa formation, elle est extraordinaire. Et à l'époque où le blogging, c'était vraiment le truc sur lequel il fallait être, bah, c'était le boss. C'est même toujours le Hmm. boss parce qu'il a développé un réseau au fur et à mesure du temps qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à vendre ses formations. Aujourd'hui, il est auteur aussi. Ses livres se vendent à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, je rencontre voilà, ce pionnier dans l'infoprenariat, là-bas au Mexique, et il me dit cette phrase, anodine, hein. Il me dit, et d'ailleurs, je reviendrai sur ça, il me dit, écoute, ça fait combien de temps que tu travailles sur ta formation? Je dis, bah écoute, ça fait longtemps, là, j'ai les 3 premiers modules, mais je galère et tout. Il me dit, mais en fait, tu vas galérer tant que tu la lances pas. Lance-la, dis à tes membres clairement que voilà, tu as 3 premiers modules qui sont prêts, que les autres arrivent au fur et à mesure. Et puis voilà, comme ça, tu fais un lancement, et puis comme ça, tu es obligé de livrer. Et je me dis, mais c'est une super bonne idée. Et donc, je fais ça. Je rentre tout de suite, je travaille sur WMA. Il y a 2 ans, on s'est revu lors d'un événement, un séminaire, et je lui dis, tu te souviens le conseil que tu m'as donné? Bah, tout est parti à. Il me dit, c'est fou comme un conseil simple comme ça que tu donnes peut avoir autant d'impact, en fait. Hmm. Donc, il ne faut jamais négliger, c'est vrai, d'encourager les gens aussi. Tu vois, parce que des fois, euh, quelqu'un vient nous présenter son projet, etc. Et tu es là, soit tu dis rien, soit non, il faut encourager les gens. Parce que quand quelqu'un se sent encouragé par quelqu'un qu'il respecte, bah, ça a encore beaucoup plus d'impact. Et ça l'aide à. Peut-être que dans 10 ans, tu le revois, il a super bien évolué grâce à ce Ouais. conseil. C'est cool, disons que le conseil sur la qualité.
Alors, oui, oui et non. Regarde, tu te souviens hein, quand le gars m'a dit, t'es nul en com. C'est pas un conseil de qualité. Ouais, C'était c'était une dure réalité. c'était une dure réalité. C'était une dure réalité. En plus, moi, je suis de base empathique. Je veux dire, je suis quelqu'un dans la process Ça com. t'a Je sais pas si touché. tu. Ça m'a énormément touché. Mais voilà, en fait, tout conseil est bon à prendre, qu'il soit bon ou si c'est une critique, elle nous aide dans tous les cas à évoluer. C'est ce qu'on Hmm. en fait qui donne le résultat. Ouais, ok, cool. Donc là, on a parlé de tout le volet, voilà, donc on comprend un peu comment tu en es arrivé à ce volet formation. Par contre, quand je regarde les gens qui créent des formations, en général, ils font des formations différentes à chaque fois. Donc toi, si j'ai bien compris, c'est ta plus grosse formation, c'est WMA, et Ouais. tu l'agrémentes au fur et à mesure avec du nouveau contenu ou tu l'améliores. Bien sûr. L'année dernière, on a fait une refonte totale de WMA parce que, bah, en fait, on l'a lancé quand même en 2014 et certains concepts n'étaient plus trop d'actualité, on va dire. Et puis, il y avait moyen d'ajouter des nouveaux contenus. D'accord. Et puis, j'aime bien, en fait, vraiment faire des mises à jour régulières. Ma formation, en réalité, c'est une dizaine de formations parce qu'il y a plein de bonus qui sont offerts et tous les bonus sont des formations à part entière qu'on vend aussi de manière individuelle. Donc voilà, moi je suis dans le business. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai tout recentré sur ça, c'est comment je me lance à mon compte. D'accord. Mhm. Alors il y a la partie infoprenariat, donc elle est beaucoup présente, mais en réalité avec les stratégies qui sont présentées, tu peux tout faire. Comment je me lance à mon compte et comment je crée une entreprise qui a un impact sur le monde. Vraiment, c'est important de ne pas dissocier les deux. Aujourd'hui, Oui, sur le web, tu vas trouver plein de formations en dehors de la mienne qui vont te proposer de te lancer sur Internet, développer ton entreprise. Mais c'est pas l'image que j'ai envie de donner à mon entreprise. Moi, je veux que les gens créent une entreprise et que quand ils viennent chez moi, en fait, nous, on les bassine avec ça de toute façon. Tu viens, tu crées une entreprise qui va servir à quelque chose. D'ailleurs, quand on travaille sur le positionnement, on utilise une stratégie qui s'appelle, donc c'est une matrice, la matrice ODC, onde de choc, pour rester dans l'univers de l'impact. Et en gros, tu choisis une idée, donc un public et une action philanthrope ou altruiste ou sociale qui va être dans ton entreprise. En fait, on fait des mix comme ça et on essaie de créer quelque chose d'original. Mais la partie où tu redistribues, alors si tu me permets juste de développer ce point, juste rapidement, en fait, quand on est musulman et quand on commence à entreprendre, moi je l'ai vu parce que j'ai formé plus de 2000 personnes, les gens, à un moment donné, quand ils gagnent de l'argent, ils oublient pourquoi ils sont là. C'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent, ils ont généré des revenus, déjà ils oublient de remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui leur a c'est pas donné. mal ça. Là. Et, euh, et en fait, ils se perdent parce qu'ils veulent gagner plus. Et donc, ils vont aller chercher d'autres contenus. Et en fait, aujourd'hui, nous, on se développe psychologiquement, mentalement, à partir du contenu et des informations que l'on va traiter chaque jour. Si tu traites des informations qui n'ont rien de spirituel et qui sont uniquement dédiées, par exemple, pour les entrepreneurs à faire de l'argent, bah, à un moment donné, tu finis par ne voir que ça. Comment je vais générer plus d'argent? Et tu oublies le pourquoi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de dissocier toutes les parties de sa vie, de dire voilà, je suis entrepreneur 9h à midi, et là, non, en fait, je suis musulman tout le temps déjà. Donc, du coup, quand je crée une entreprise, non seulement je vais servir mon client comme il se doit, mais en même temps, eh bien, je vais également, excuse-moi pour le bruit, il y a des travaux chez moi, Pas de souci, pas de souci. je vais également faire des bonnes actions, tout simplement. Comment est-ce que tu mesures la réussite de ton impact? Comment est-ce que tu mesures l'impact que tu as sur les gens? Eh bien, je ne mesure pas, figure-toi. En fait, je ne mesure pas. C'est très difficile d'obtenir des témoignages. Bien sûr, quand je rencontre des gens, les gens te disent ouais, merci, ça m'a aidé, machin. Et des fois, certains lancent des sites et tu apprends qu'en fait, ils ont suivi ta formation. Mais je n'ai pas de chiffres clairs, en fait, sur les gens, sur l'impact de notre travail. Ce que je sais, c'est qu'on produit beaucoup, on aide beaucoup et que il y a un effet, si tu veux, proportionnel et boule de neige. Il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent, et qui découvrent notre travail. Mais combien de gens précisément, non. Ce n'est pas quelque chose que l'on sait aujourd'hui. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Même moi, dans mon podcast, je me demande des fois, est-ce que ça a vraiment un impact, tu vois? Parce que si tu fais tout ça pour rien, enfin, En fait, je vais te donner un exemple. Parce que c'est important ce que tu dis. Tu sais, quand je me suis lancé dans l'infoprenariat, mhm. au départ, on n'était pas pris au sérieux parce que la plupart des partenaires savaient que voilà, on avait Islamic Deal, on avait un site de e-commerce et ils n'avaient pas, si tu veux, vu toutes les formations qu'on avait suivies, ce parcours que je te présente, beaucoup de gens ne Ouais. l'avaient pas vu. D'accord. Mhm. Et donc,
il disait que c'est n'importe quoi, ça n'allait pas fonctionner, que personne n'allait se lancer. Que... Effectivement, la première année, ce qui m'a vraiment… j'étais très étonné de voir que je leur ai tout donné. Je leur ai fait une formation au top niveau et très peu de gens allaient au bout. La formation durait 9 mois à l'époque. Et les gens n'allaient pas au bout et j'étais furieux parce que j'ai dit, mais moi, si j'avais eu la moitié de ça, bah, ça m'aurait suffi pour lancer des trucs de fou. Et les gens n'y allaient pas. Mais ce n'est pas qu'ils n'y allaient pas, c'est qu'en fait, dans notre vie, il se passe des choses qui font qu'on est obligé de prioriser. Donc, et puis, il y a cette procrastination qui nous fait procrastiner cette année. Et puis, l'année d'après, ben, on se dit, vas-y, tu sais quoi, je vais travailler sur mon projet. Et on a commencé à recevoir, donc, si tu veux, les résultats seulement à 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, les gens se sont lancés, il y a des gens qui commencent à se lancer, organiser des lancements et générer beaucoup de revenus. On les a interviewés, comme Mehdi d'Arabe en ligne, comme Sonia de la Business Girl Academy, comme toutes ces personnes-là, comme Ismaël Mounir qui avait quitté son travail à l'époque et qui a lancé l'Institut Amin. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ouais, ça prend plus de temps que nous parce que c'est vrai, eux, bah, la plupart des gens travaillent aussi, sont dans une entreprise. Ouais. Et puis, il y a des problématiques qui font que, des problématiques individuelles qui font que les gens ne peuvent pas. Moi, comment je l'ai interprété à ce moment-là, je l'ai interprété comme un problème dans le mindset. Et c'est là où j'ai commencé à me former sur les techniques de mindsetting et on les a intégrées à WMA. Tu vois, WMA, quand tu suis un cours, le cours il a été structuré de façon à ce qu'il puisse être compris et puis qu'il soit simple à comprendre et par l'auditeur. On a utilisé les techniques proposées par Neurosup, je ne sais pas si tu connais, c'est un site ou un prof de maths qui a étudié les neurosciences et qui apprend aujourd'hui aux professeurs à enseigner à leurs élèves. Donc, on a utilisé ces techniques pour créer WMA. Donc, on fait tout ce qui est en notre pouvoir aujourd'hui pour faire que les gens fassent la formation. Parce que quand tu fais la formation, en fait, soit tu lances ton propre projet, soit au minimum, tu deviens consultant, en fait, parce que les connaissances que tu as là, c'est des connaissances qui, aujourd'hui, sur le marché, valent de l'or, tout simplement. Aujourd'hui, un web marketeur, un vrai web marketeur, quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a lancé 3, 4, 5 campagnes réussies, en fait, clairement, il a de la valeur sur le marché. Ouais. Pourquoi tu as décidé de lancer d'autres projets? Par exemple, tu as lancé le projet Puissant, tu as lancé l'année dernière, il me semble, Muslimpreneur, un autre projet. Tu lances des projets régulièrement? Alors, pourquoi je lance des projets régulièrement? Tu sais, c'est très dur de me contenir. En fait, j'ai 36 idées par jour. Dès que je discute avec quelqu'un, en fait, ça vient faire des connexions avec d'autres idées que j'avais. Et donc, c'est pour moi en fait difficile de me contenir. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de garder quand même une cohérence. Pendant des années, j'ai lancé plein de choses une seule fois et ça me fait plaisir en fait de lancer une première fois. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ça, c'est de lancer. Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai lancé le sommet des impacteurs? Le sommet des impacteurs, en réalité, c'est lié à mon projet de base. C'est-à-dire que c'est la mise en avant de personnes qui sont inspirantes, connues et moins connues, et en fait extraire en fait leurs connaissances, leurs compétences et les mettre en avant aussi sur le plan entrepreneurial. Donc, tout est lié en réalité. Le projet Puissant, alors le projet Puissant, c'est le projet humanitaire lié à mon entreprise. C'est-à-dire que c'est ma façon à moi de contribuer, redistribuer une partie de l'argent que je gagne et utiliser l'audience que j'ai construite sur toutes ces années, tout simplement. Juste pour revenir un peu sur le projet Puissant, l'objectif, c'est de construire des puits et des systèmes, des écoles, je sais pas, peut-être des mosquées aussi. Alors, pas des écoles, pas des mosquées. Ouais. Aujourd'hui, l'objectif, alors il y a 3 étapes. La première étape, c'était de forer 100 puits, donc un puits par village. Donc, on en est à plus de 55, je crois, aujourd'hui. Donc, on espère finir avant la fin de l'année, Inch'Allah. Et la deuxième étape, c'est de sonder les besoins du village. De chaque village, voir un petit peu comment on peut les aider sur le plan éducatif. Okay. La troisième étape, c'est de créer le programme éducatif du Turfu. Donc, on a pris plusieurs séances de consulting avec des experts en neurosciences, avec des experts dans les pédagogies alternatives. Et on est en train de construire un programme. Parce que moi, ce qui me gêne en Afrique, c'est qu'on essaye qu'on aille là-bas et qu'on veuille imposer, si tu veux, le système à l'occidental. C'est-à-dire que nous, on a une école avec français, maths, histoire, bio, etc. Et on veut créer les mêmes écoles là-bas, mais dans un village, très honnêtement. Est-ce que c'est la priorité? D'ailleurs, moi, je suis allé là-bas en Afrique. Je suis allé au Mali. Et au Mali, tu as des grandes écoles qui sont financées. Par exemple, moi, j'ai vu des écoles financées par les Japonais.
grandes écoles en bois, avec tout le matériel à l'intérieur, mais vide. Genre, il n'y a personne dans l'école. Pourtant, juste à côté, tu as un château d'eau, donc du coup, il y a de l'eau potable, il y a un village, etc. Mais les gens ne vont pas dans cette école-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de leur priorité. Ils ne sont pas là pour… Tu sais, quand tu galères pour manger et boire au quotidien, tu ne peux pas te projeter à 10 ans en disant, tu sais quoi, je vais aller à l'école tous les jours pour obtenir un diplôme et machin. Donc moi, je pense aujourd'hui que le potentiel, il est dans les apprentissages rapides. Tu vois, moi, par exemple, je n'étais pas webmarketeur. En 2 ans, je suis devenu webmarketeur, j'ai lancé mes campagnes. Et je pense qu'aujourd'hui, là-bas, bah, c'est possible de proposer ce type d'enseignement qui les aide à être autonomes, tout simplement. D'accord. Alors, je peux me tromper, mais je parle sur la base de ce que j'ai vu là-bas. Ouais. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas du tout d'école en Afrique? On généralise? Non, pas du tout. Il faut des écoles, mais dans les grandes villes, dans les villes où les gens ont déjà des ressources, ont déjà à manger, ont déjà à boire. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément dans les villages reculés. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Là, tu me dis que ton projet puissant arrive bientôt à sa fin, d'ici la fin de l'année, peut-être, Inch'Allah. Tu as Inch'Allah, j'espère. d'autres projets, tu sais déjà avec quoi tu vas enchaîner juste après? En fait, le projet puissant, quand les puits seront financés, on va travailler sur le projet éducatif. Et honnêtement, je pense que c'est le projet de toute une vie. À mon avis, je ne pense pas faire autre chose pour le moment. En tout cas, alors si ce n'est sur la forme, peut-être créer une fondation, créer quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que si j'arrive à créer un système éducatif qui s'adapte à un village avant de mourir et d'aller dans l'autre monde, Inch'Allah, bah, ce sera déjà une réussite. Parce que c'est un taf. J'ai contacté un frère que je connaissais déjà depuis longtemps et qui a baigné un peu dans l'humanitaire, qui s'appelle Ali Touati, que je dédie une grosse dédicace à ce frère, ce qui est vraiment extraordinaire. Et donc, je lui ai demandé conseil. Je lui ai dit, écoute, tu me parles sans filtre. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon projet? Et si tu as des conseils, vas-y, donne-les-moi. Et donc, il m'a donné une série de conseils sans prendre de gants, parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas du tout de gants, il te dit les choses franco, et c'est ce que je voulais justement. Et à la fin, il me dit, écoute, si tu arrives, c'est lui qui me dit cette fameuse phrase, il me dit, si tu arrives à en faire une seule, si tu arrives à aider un seul village sur le plan éducatif, c'est bon, c'est réglé en fait. Je veux dire, tu as laissé ton empreinte. Il dit donc, ne te précipite pas, fais pas de volume, il faut que ce soit quelque chose de bien. Et en fait, c'est magnifique d'avoir des gens comme ça autour de soi parce que ça te réveille aussi, ça te remet dans la bonne direction. Et surtout, en fait, ça réanime la niya pour laquelle tu fais les choses, tout simplement. Oui, d'accord. Écoute, super intéressant. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu fais, c'est la partie copywriting. Alors, moi, je suis quelques personnes en France et pas mal à l'étranger, enfin, dans le monde anglophone, qui font du copywriting. Et je trouve ça, enfin, quand je regarde dans le monde en France, je vois pas beaucoup de personnes musulmanes qui font ça. Et je trouve ça assez dommage. Et je me demandais, du coup, est-ce que toi, de ton côté, tu vois d'autres musulmans qui se lancent dans le copyright? D'abord, définir le copywriting avec tes mots, parce que je pense que tu le définiras mieux que moi. Et c'est quoi ton analyse dessus? Alors en fait, déjà pour la première question, donc le copywriting, pour moi, même si on peut avoir plusieurs définitions, c'est l'art d'écrire des textes persuasifs ou inspirants. D'accord? C'est l'art de convaincre hein, donc par des messages textuels. Et franchement, c'est, je pense, une compétence que tout entrepreneur devrait avoir aujourd'hui. D'accord? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, bah, en fait, on a besoin de se différencier. Et on le voit bien sur LinkedIn, ceux qui utilisent ces techniques de copywriting, eh bien, ont une portée organique, donc ont des posts qui sont beaucoup plus vus, si tu veux, que la moyenne des gens. Et puis, c'est l'art de convaincre. Je veux dire que on a toujours besoin de convaincre, envoyer une newsletter, écrire une page de vente. C'est une compétence que c'est très difficile de le déléguer. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me former à fond là-dessus. Et quand tu le délègues à des personnes qui savent le faire, bah, ça coûte cher parce que ça leur demande du temps de s'imprégner de ton message, ton entreprise, tes produits. Alors, est-ce que dans la communauté musulmane, j'ai vu des gens qui maîtrisaient cette compétence? J'en ai vu. Moi, je suis plutôt sur le marché anglo-saxon comme toi. Et sur le marché anglo-saxon, eh bien, je trouve qu'ils le maîtrisent mieux que nous. Donc, il y a vraiment des vraies stratégies, des vraies techniques de storytelling. Mais dans la communauté musulmane, il y en a. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine du copywriting, qui vendent des formations, qui sont coachs et qui progressivement développent vraiment comment dire… Dans le monde anglophone, tu veux dire? Dans le monde francophone aussi. Francophone aussi. D'accord. Ouais, l'année dernière, en fait, je me suis inscrit à quelques newsletters. Et puis, il y a des personnes…
il y a certaines personnes que j'ai suivies, dont une sœur qui s'appelle Ikram, qui a lancé un site qui s'appelle MindMum et qui l'année dernière avait tapé fort avec une page de vente vraiment très persuasive, pardon. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, à mon sens, les meilleures pages de vente, les meilleurs textes, le meilleur copywriting que j'ai pu voir, c'est non seulement sur le marché anglo-saxon, mais aussi parmi des gens qui ne sont plus vivants, comme Gary Albert, comme alors Jay Abraham est toujours vivant, mais en fait, on a des gens en fait qui, à l'ancienne, alors pour se faire connaître, nous aujourd'hui, on envoie des newsletters pour vendre nos produits, eux envoyaient des courriers aux gens. Donc, ils envoyaient des courriers aux gens. Et donc, pour générer des revenus, il fallait que les gens remplissent un coupon. Après avoir lu la lettre et convaincu du produit, ils remplissent un coupon et renvoient le coupon par la poste avec un chèque. Donc, il fallait vraiment être bon au copywriting pour générer toutes ces actions. Et c'est d'eux dont je m'inspire vraiment. C'est vraiment de ce public, ces mentors-là à l'ancienne. Ok, super. Est-ce que tu as un livre ou quelques livres qui t'ont toi particulièrement marqué que tu voudrais recommander? Ouais, alors dans plusieurs domaines. Alors moi, j'ai déjà dans le domaine du dev perso islamique, j'ai Jouis de ta vie. Jouis de ta vie de Cheikh Al-Arifi, Hafidahullah, qui est vraiment un livre extraordinaire. Il est très inspirant. Donc c'est un livre dont je replonge. Alors hier, j'étais dedans. C'est un livre qui s'est inspiré d'un autre livre connu qui s'appelle Comment se faire des amis. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, très connu. Il est très connu et c'est un livre qui s'inspire de ce livre-là et il le dit clairement dans le bouquin. Mais il y a l'aspect spirituel. Et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs livres en matière de dev perso islamique, si je puis dire. Ensuite, en termes de livres, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est le premier livre qui m'a marqué, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ouais, extraordinaire ce livre. Le livre, je l'ai lu en 2 temps, 3 mouvements. Franchement, c'était, si je dois conseiller un gros pavé, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est un gros pavé, non? C'est un gros pavé, mais qui se lit mais tellement facilement parce qu'en fait, il a intégré, si tu veux, dans le livre, des stratégies donc de PNL qui fait que c'est facile à lire en fait. Et en plus, plus tu lis, plus tu fais ton introspection. C'est un livre qui est génial à tout point de vue. Copywriting, storytelling, technique de vente, parce que le livre en réalité est une porte d'entrée vers tous ces autres programmes. Et puis, c'est un livre qui t'inspire et qui ne te laisse pas indifférent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant-après, ce livre-là. Ensuite, il y a un livre que je relis très souvent chaque année. Là, bien sûr, on ne parle pas des livres religieux parce que les livres qui m'accompagnent dans mon activité entrepreneuriale, donc il y a Jouis de ta vie dans lequel j'ai replongé récemment, mais il y a des livres comme ça sur lesquels je reviens souvent comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre est extraordinaire. J'invite les gens à regarder les anciennes versions qui sont mieux écrites, qui sont plus proches de la réalité de ce qui a été écrit. Qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de croyances un peu New Age qui ont été intégrées dans les nouvelles versions. D'ailleurs, c'est des pavés aujourd'hui. Mais le livre à l'ancienne, l'original, il est extraordinaire parce qu'il traite en fait toutes les problématiques, les peurs, les craintes. Il est inspirant. Alors, il parle justement en plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le livre, dans la partie détermination. Donc, il dit, voilà, en fait, la détermination, si on doit choisir quelqu'un, c'est Mohamed. Donc, lui, il n'est pas musulman, mais il en parle. Il dit, voilà, il a été rejeté. Il parle de toutes ses épreuves et il dit, mais il n'a jamais lâché. Bon, nous, on sait pourquoi il n'a jamais lâché, parce qu'il a donc l'aide du divin, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, il avait une mission. Tu ne peux pas lâcher une mission comme ça. Et voilà. Donc, je dirais ces livres-là pour commencer. D'accord, super. Bah, écoute, Saïd, je suis très heureux de t'avoir interviewé, d'avoir eu cet échange avec toi. C'était super intéressant. Si on souhaite de suivre ton travail, on peut s'abonner à ta newsletter. Il me semble que le site, c'est saïdazmil.fr ou quelque chose comme ça. Voilà, donc saïdamzil.com ou .fr, je crois qu'il y a une redirection même. Sinon, j'ai une chaîne, donc Saïd TV, que j'ai recommencé à alimenter récemment. J'ai un podcast aussi qu'on peut trouver. De toute façon, on trouve tout sur mon site internet. Sur le site internet saïdamzil.com, il y a vraiment toutes les infos. Et puis voilà. Et puis si les gens peuvent venir aussi m'interpeller un peu sur Instagram, je réponds assez régulièrement. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Instagram, c'est quoi, Saïd Amzil? C'est Saïd Amzil officiel. Saïd Amzil officiel. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Je te remercie. Pour cette invitation. Et je te dis peut-être à bientôt à Tanger, Inch'Allah.
Bah, avec grand plaisir. Quand tu viens, je te ferai le tour du propriétaire. Non, je te ferai le circuit que je fais habituellement aux gens qui, après, voilà. En fait, à chaque fois que je fais ce circuit à des gens, bah, en fait, l'année d'après, je les vois ici à Tanger. Ah Donc, ouais? voilà, c'est le circuit magique qui convertit. Non, en tout cas, non, voilà, merci beaucoup. Et puis, si tu es de passage, bien sûr, tu seras le bienvenu, Inch'Allah. Merci beaucoup, Saïd. À bientôt. Avec plaisir. À Salam bientôt, alaikum. salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.